on est en 1968, donc j'ai eu un contrat avec Laval signé en 67 par Marc-Adélard Tremblay, Albert Doutreloup, qui dirigeait le petit module d'anthropologie au sein du département de sociologie. Il y avait Schwartz, qui était un autre anthropologue belge en sociologie, enfin qui collaborait, et il y avait des invités français. Je pense que Berck venait, Jacques Berck, et puis d'autres qu'on invitait pour 1 mois, 2 mois. Il y a eu Henri Favre, l'année où j'ai commencé, il a dû venir en 68, je pense. Et donc, pour les étudiants, ça leur apportait une image déjà de l'anthropologie française. Et le Centre d'études nordiques était très actif et à ce moment-là couvrait tout le champ de la recherche en sciences humaines. Et ils m'ont proposé d'ailleurs à ce moment-là, dès 1966, ils m'avaient sollicité pour publier ma thèse de maîtrise dans leur collection Travaux divers. Donc l'organisation sociale traditionnelle des Inuits de Kangersuaq, et qui vient, et ça c'est une coïncidence, de sortir à l'Institut culturel Avatar dans une version mise à jour, mais sous forme de livre avec une traduction anglaise, et il y a une traduction Inuktitut qui est prête aussi pour être éditée et qui est donc la version un peu édulcorée, enfin abrégée du premier manuscrit qui avait été plus ou moins refusé à Laval, à Montréal, à la maîtrise, un certain nombre d'années auparavant. Donc, j'avais obtenu la subvention du Conseil des Arts pour une équipe à Laval. Ça faisait partie un peu des ententes faites avec l'équipe d'anthropologues de Laval. Et on avait obtenu cette subvention qui permettait à 3 étudiants de venir sur le terrain en 68. Et comme moi, j'y retournais avec une mission du CNRS, ça me permettait de les encadrer sur le terrain, d'aller leur rendre visite et puis de les aider un peu à réajuster éventuellement leurs approches, solutionner les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer. Donc j'arrive ici à la fin de l'hiver, au moment où en France ça commençait un peu à bouger. 68, il y a eu mai 68. Moi, mai 68, je crois qu'au mois de mai, les examens étaient terminés à Laval, comme il se doit, et j'étais plus ou moins déjà parti sur le terrain, et les étudiants aussi. 68 a eu des répercussions un peu partout, en Amérique du Nord aussi, en Californie, dans différentes universités, et à Laval, où on suivait quand même, au Québec, on suivait de près un peu ce qui se passait aussi en Europe. Et il y a eu, ça a commencé d'après moi à peu près à ce moment-là, au sein du département de sociologie, un début de rébellion d'un certain nombre de jeunes anthropologues. Il y avait, je crois qu'on avait recruté, je ne sais pas si Renaud Santerre avait été recruté, mais moi j'avais connu Renaud Santerre à Paris. Il y était quand j'ai fait mon doctorat là-bas, il était en doctorat aussi, en même temps que Rémi Savard, que Pierrette Désy. C'était donc des Québécois qui avaient des bourses, soit du Centre d'études nordiques, soit d'autres organismes. Et donc les jeunes, il y avait des jeunes sociologues comme Paul Bélanger, qui appuyaient, qui étaient copains. Paul Bélanger était un beau-frère de Savard, était marié à la sœur Paul Savard,
que je connaissais bien, j'étais très ami avec ce couple. Ils m'ont prêté leur appartement plusieurs fois quand je venais justement, ils étaient soit à l'étranger. Et Bocage était un des contestataires, enfin il trouvait qu'on ne faisait pas assez de place à l'anthropologie. Ben, c'était une minorité. Et la sociologie était un très gros département qui rayonnait au Québec, à l'international. Il y avait un des grands inspirateurs qui était Fernand Dumont. Je pense qu'à ce moment-là, l'Institut qu'il a créé, les sciences humaines, existait ou commençait ou allait commencer. Bref, c'était un très gros projet. Et il rayonnait en Europe. On éditait ses ouvrages, comme Guy Rocher à l'Université de Montréal, mais qui avait été, je pense, qui avait commencé à Laval aussi, et que j'avais eu comme étudiant, comme professeur, et qui avait un rayonnement international. À Laval, il y avait en lettres le centre d'études les études de folklore, qui est devenu le CELAT plus tard, avec ce grand folkloriste qui était Luc Lacourcière, qui habitait à quelques kilomètres de chez moi, que j'ai bien connu. Il m'a invité quand on lui a fait un volume d'hommage. Et donc, j'ai participé à son volume d'hommage. Il y avait là Antonine Maillet, qui avait été une de ses étudiantes, que j'ai revue plus tard et qui est venue au lancement du premier roman inuit, Sanark, et donc qui est venue appuyer cette écrivaine qui était Mitiarjuk, et ça avait été formidable. Et donc, Lacourcière rayonnait à l'international, et j'ai eu des amis parmi les professeurs de ce qu'on appelait l'ethnologie, et puis qui voulaient aussi s'appeler anthropologie. En France, on ne distinguait pas les deux, mais il y a eu, j'allais dire, avec les anthropologues des sciences sociales, également un antagonisme avec les lettres. Il y avait deux facultés. L'historicité était du côté des lettres, car Lacourcière était déjà assez âgé et avait été là avant même la création de la faculté des sciences sociales. Et avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, donc, il y avait une certaine concurrence. Je sais qu'entre Marc Adélard Tremblay et Luc Lacourcière, Marc Adélard était beaucoup plus jeune que Luc Lacourcière. Alors, est-ce qu'il y aurait deux anthropologies, une en lettres, une en sciences sociales? Ça a été le grand débat auquel j'ai été confronté par la suite. Je connaissais Nancy Schmitz, qui faisait le pont entre le folklore, elle en venait, et l'anthropologie, et puis qui avait une approche assez anthropologique, mais il est difficile de distinguer actuellement entre le département d'anthropologie, ce qui se fait au CELAT, et de nombreux anthropologues des sciences sociales sont même à la direction, enfin il y en a une de nos anthropologues d'anthropologie est à la direction du CELAT. Donc, on a développé, moi j'ai aussi développé à mon époque des liens avec certains des professeurs. En tout cas, j'apporterai ça tout à l'heure. Et donc, je donne mon cours, ethnologie des Inuits, donc 68, c'était le début, et les assistants prévus sur le projet évidemment sont très assidus, et puis un cours de méthodologie, il fallait que je les prépare au terrain. Et là, j'avais d'une part ma formation de démographe, que j'avais raffinée avec Henri Pin à Montréal, surtout pour appliquer à des petits groupes comme les Inuits. Donc il fallait les former pour commencer par faire un bon recensement
de toutes les familles du village, et puis noter les noms, noter les lieux de naissance, les éponymes, d'où viennent leurs noms, bref, faire une composition de chaque maisonnée. Donc, les maisonnées qui sont des unités statistiques chez les démographes, mais en anthropologie, c'est le premier niveau qu'on peut observer. Surtout, ils avaient comme recommandation de loger dans des familles inuites pour s'imprégner, puis apprendre un peu, etc. Et je leur demandais aussi de faire une petite enquête sur la toponymie, sur les lieux, les camps saisonniers. À cette époque-là, il y avait beaucoup de camps saisonniers. C'était pas encore vraiment la sédentarisation qui a suivi. Et donc, beaucoup d'Inuits vivaient en permanence, en dehors de ce qui est devenu les villages, en dehors de l'établissement, soit d'une mission, soit d'un petit poste de commerce ou d'une station de météo. Je pense par exemple pour Quartac, il y avait un camp d'hiver à peu près à 4 heures en traîneau à chien du village même de Quartac, que j'ai connu. Il y avait 3 ou 4 igloos de neige d'hiver quand j'y étais monté en 56. Et donc, et même les comptoirs commerciaux encourageaient les Inuits à rester dans les camps d'hiver pour multiplier les prises de renards. Alors que s'ils venaient s'agglomérer dans les villages, évidemment, il fallait partir du village. Et s'ils étaient trop nombreux, ça diminuait le rendement. Il fallait aller plus loin, ça coûtait plus cher, etc. Je sais qu'à Inukjuak, c'est un des derniers villages où il y a eu encore 6 camps d'hiver. Et donc, il y avait plus de gens en dehors qu'en dedans, agglomérés autour du comptoir et des quelques stations de blancs, météo ou éventuellement police montée, etc. Et les administrateurs. Donc, je donnais donc ce séminaire de méthodologie, méthodologie économique aussi, parce j'encourageais à s'intéresser aux chiens, faire aussi un recensement des chiens avec leurs noms, leurs propriétaires, les lignes de trappe, de relever pour chaque chasseur les lignes de trappe le long desquelles ils allaient trapper. Donc le territoire se divisait entre eux, et ça c'était une source d'informations tout à fait intéressante. Bref, des méthodologies de base, comment faire une généalogie non pas à la façon, j'allais dire, des Blancs, où on part d'un égo, puis on remonte, mais en prenant la notion de entité, famille élémentaire, et puis faire une fiche par famille élémentaire, et ensuite indiquer des liens entre les différentes fiches. Bref, une méthodologie de base permettant après, avec ça, de véritablement pouvoir faire une thèse de maîtrise, thématique, etc., à partir d'une bonne base. Et il s'agissait de faire ça de la même façon. Et l'idée était de commencer à couvrir tous les villages, prendre une approche régionale, ce qui n'avait jamais été le cas au Nunavik. On avait des petites monographies de villages, c'était un peu la mode américaine à cette époque-là, les Community Studies, ce qu'avaient fait quelques chercheurs de McGill sur Inukjuak, sur Wilmot, sur Sadluit avec Greyburn. Il y avait eu Bill Kemp, je pense, qui avait qui avait fait une petite recherche du côté de Quartac, dans la baie d'Ingava. Marjorie Finlay, qui avait fait une grosse monographie en géographie humaine à Kojouak. Bref, il y avait... Et donc, j'avais choisi alors Kangersuk, où m'ont dit Marc Adélard et d'autres loups, un de leurs étudiants avait obtenu une bourse du Centre d'études nordiques pour faire une étude de village. Alors, pour moi, ça allait très bien. J'avais envoyé
auparavant, en 65, Magnan de Montréal dans ce village, qui avait fait lui-même une enquête de base pendant que Louis-Jacques était à Croix-Artac et Marie-Françoise Guédon était à Ivry-Vic. Et donc, ils m'ont demandé d'aller lui rendre visite sur le terrain. Et lui s'attendait à voir un très vieux monsieur. Mon nom l'impressionnait. Et alors, quand il m'a vu débarquer de l'avion, il n'a pas cru que c'était moi. Enfin bref, ça a été amusant. Il était là avec son épouse, Micheline de La Rochelle, qui, elle, faisait aussi une thèse de maîtrise, je pense, sur les enfants, l'éducation. Et donc, je l'ai rencontré là, et puis on a discuté. Moi-même, j'avais un petit réseau d'informateurs là, avec qui je travaillais depuis plusieurs années. Il y a eu, je pense... alors, il y avait aussi un autre étudiant qui était à Kanguer-sur-Loup-Jouarc, qui est Donat Savoie, qui lui venait de Montréal. Et là, les gens de Montréal, Balixy, Savard, m'ont demandé si, comme je devais y aller, si j'accepterais. Alors, je pense qu'en 68, il devait y être. Et à ce moment-là, j'ai fait, je pense aussi, l'enquête de toponymie ou l'année d'après, qui me faisait... Donc, j'allais dans tous les villages, si possible, pour développer ce réseau d'informateurs écrivains. J'avais retrouvé Mitterjouk en 60, rencontré Mitterjouk en 60 en passant un été dans les villages du sud du détroit d'Hudson, et je lui avais confié un cahier en lui demandant si elle pourrait écrire des mythes, des légendes, des souvenirs historiques. Je n'avais pas encore entrepris avec elle de travailler sur Sanark, dont j'avais néanmoins une copie du manuscrit en langue inuite et des premiers travaux du père de chat sur ce manuscrit. Et lui avait été nommé dans un autre village entre-temps, et donc n'avait pas pu continuer à travailler avec elle depuis plusieurs années. Et voilà comment a commencé la collaboration avec Laval. Alors, donc, une première équipe, une petite équipe, mais prometteuse, des gens qui font du terrain et des cours, donc un cours plus général et un cours de méthode. Et ça a continué pendant longtemps, le mandat étant de constituer une petite équipe de recherche, un peu sur le modèle de ce que j'avais commencé à Montréal, mais finalement qui n'a pas abouti là-bas, puisque eux n'étaient pas prêts à m'engager à temps partiel, ce qui pour moi m'intéressait plus. J'étais très heureux de l'ambiance du milieu, du CNRS, du laboratoire d'anthropologie sociale, qui était à ce moment-là un des laboratoires prometteurs en France. Et j'y avais découvert une toute autre orientation. Cette théorie de l'échange, c'est une conception tout à fait autre et différente, tout en n'étant pas en opposition non plus avec l'approche d'écologie culturelle qui dominait à ce moment-là en Amérique du Nord, qui dominait à Montréal encore, sauf que la venue de Savard, qui s'était initié avec Sebag à l'approche structuraliste de l'analyse des mythes, et il est arrivé un peu comme un cheval de Troie dans ce département d'anthropologie à Montréal. Je l'avais recommandé. J'ai recommandé plusieurs personnes à Laval. J'avais recommandé
c'est devenu peut-être un peu plus tard Simonis, que j'avais connu au laboratoire d'anthropologie sociale. Il venait de soutenir sa thèse Lévi-Strauss ou la passion de l'inceste. Et Lévi-Strauss l'avait invité au séminaire hebdomadaire. Et puis, Savard avait eu, je pense, quelques problèmes avec Laval. Et je ne pense pas qu'il était tellement intéressé à ce moment-là. Enfin bref, le développement de Laval s'est fait lentement au sein de la sociologie. Donc, ça bouge. Les jeunes anthropologues contestent la suprématie des sociologues et aimeraient bien avoir beaucoup plus d'autonomie pour l'anthropologie. Et certains même commençaient à évoquer la possibilité d'un département. Enfin, la fronde se développe, chez les étudiants aussi, et bref, alors qu'en France, l'agitation était à son comble. Au retour, je rentre en France, et là, tout était bouleversé, y compris dans le laboratoire d'anthropologie sociale. Certaines têtes avaient disparu, des gens qui avaient contesté trop fort, et on m'a demandé très vite de devenir un peu le secrétaire de l'assemblée du laboratoire, qui avait été instaurée où tous les chercheurs, le personnel, etc., se réunissaient pour discuter des problèmes, de l'évolution, des choses à changer, et puis les demandes venant des uns ou des autres. Alors, moi, j'étais finalement heureux dans ce petit milieu. Je n'ai pas connu donc la crise elle-même de 68, si ce n'est les remous que ça a suscité, mais je trouvais ça sympa qu'on ait une assemblée de laboratoire et que ceux qui souhaitaient une évolution, des changements puissent s'exprimer, etc. On avait chaque année, tous les chercheurs devaient présenter l'état de leurs travaux et leurs projets pour justifier les demandes de crédit, pour refaire du terrain. Donc pour moi, ce projet déjà qui prenait forme de développer un réseau d'écrivains. Donc j'avais découvert avec Mikarjo que même s'ils n'avaient jamais été scolarisés, je parle des aînés, mais ils utilisaient le syllabique. Et le gros avantage du syllabique, c'est que, surtout le syllabique ancien, il n'y a pas de petit diacritique, on écrit aussi vite qu'on parle. Et du coup, l'expression orale, c'était une tradition orale, c'était rêvé pour la fixer. Et en faisant les généalogies, puis la toponymie, un tas d'histoires liées à la vie des personnes, aux lieux où ils avaient habité, depuis les lieux de naissance jusqu'aux lieux de décès, parce qu'on demandait toujours dans les généalogies à quel endroit, avec le nom du camp, du village, les circonstances du décès. Donc on a collecté, sous une apparence très banale de généalogie, des données extrêmement importantes sur la localisation, sur les déplacements, sur les conflits, les accidents, les noyades, les meurtres éventuellement, les alliances. On découvrait que c'est un univers beaucoup plus complexe, enfin en apparence. En Occident, ça a beaucoup changé depuis une cinquantaine d'années. Avant, il y avait beaucoup de liens parallèles, etc. Mais les alliances étaient beaucoup plus fixes qu'elles ne le sont devenues. Et chez les Inuits, c'était un thème extrêmement difficile, et même à retranscrire sur une généalogie. Finalement, à un moment donné, je constatais que dans un certain nombre de groupes ou de bandes locales, comme on disait avant qu'il y ait la sédentarisation, presque tout le monde avait été, j'allais dire, marié à un moment donné avec tout le monde, si je peux dire ainsi. Donc il y avait des alliances multiples, il y avait les adoptions, il y avait d'éventuels échanges de conjoints, il y avait des arrangements de mariage
fait durant l'enfance pour les enfants. Et encore maintenant, je ne connais aucun logiciel informatique qui permette d'avoir un état de la réalité. On a des modèles typiques, alors c'est mariage au sens civil ou religieux, c'est donc contrat, etc. La naissance, c'est l'acte de naissance, c'est l'état civil, c'est tout ça qui est inclus. Et avec les Inuits, donc, on avait là un chantier qui continue à être très complexe. Mais nos travaux ont très vite permis d'établir ce qui est devenu la base de données de base que l'Institut culturel Avatar, nous leur avons transmis des copies de tout cela, et ils en ont fait à partir de là une vaste banque de données qu'ils alimentent au fur et à mesure des naissances, des mariages, des décès, et ça leur est très précieux. Et la plupart des groupes inuits maintenant, les communautés nordiques comme on les appelle, font appel à Avatar, qu'ils ont une certaine éthique. Donc quand les familles demandent leur généalogie, ils les leur fournissent et les individus peuvent les obtenir aussi. Alors voilà donc, on est dans cette période critique 68 et puis 69 qui va suivre, et la crise va s'accentuer en 69 et 70.